Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'APNIX, émission du Journal International. Nouvelle émission, nouveau sujet, nouvelle problématique aujourd'hui. Cette problématique alimente constamment les débats, qu'ils soient strictement nationaux mais aussi régionaux et mondiaux. La question de la migration des populations n'est bien entendu pas nouvelle. Les déplacements des peuples ont alimenté les dynamiques démographiques de tout temps. Alors pourquoi est-ce un sujet qui fait tant parler aujourd'hui ? Eh bien parce qu'entre guerres, situations politiques tendues et autres dérèglements climatiques, les déplacements de population sont omniprésents et posent une multitude de questions. Quelles sont les principales zones d'accueil ? Quels sont les foyers de déplacement ? Doit-on s'inquiéter de tant de mouvements ? Bien sûr, le sujet est l'un des plus clivants du débat public, mais comme toujours, nous ne sommes pas là pour trancher un débat. Non, la mission de nos chroniqueurs est une nouvelle fois une mission d'analyse pour tenter de décrypter les causes, conséquences et dynamiques de ces migrations. Entre politique d'accueil, mouvements continentaux et autres pays pivots, ce sont 4 nouvelles chroniques variées que nous vous offrons aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous débuterons par la sémillante Sarah Dagneux, qui tentera une nouvelle fois de vous apporter son coutumier grain de folie. Salut Sarah. Salut. Quel est aujourd'hui l'objet de ta chronique ? Moi, je vais parler des politiques d'accueil en ce qui concerne l'immigration. On espère que tu nous feras rire comme toutes les semaines. On compte sur toi. Ne vous inquiétez pas pour cette semaine. Sarah sera suivie par Margot, que je prends le temps de saluer aujourd'hui. Salut Margot. Salut. Qui va tenter, je crois, de nous éclairer sur une nouvelle forme de migration. Et oui, l'immigration climatique. Eh bien, suite à Margot, Rodrigo nous parlera, il me semble, d'une zone qu'il connaît bien, notamment, pour nous parler des migrations internes à une région ou à un continent. Salut Rodrigo, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Eh bien, parfait. Et enfin, nous conclurons avec Sabrina, qui a choisi de se concentrer sur un pays. Salut Sabrina. Salut. Quel est donc ce pays ? Celui de la Turquie. Eh bien, maintenant que la trame est posée, nous pouvons débuter avec Sarah, qui va nous faire un petit top 3, comme la dernière fois, je crois. Ouais, j'aime bien ce format. Donc, Eh bien, on t'écoute. Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais faire un petit aparté avant de commencer, un point karma. Puisque, après ma précédente chronique sur le top 3 de la mort, j'ai attrapé la number one, la grippe. Donc, en fait, j'ai très peur de mon karma qui va suivre cette chronique sur le top 3 des politiques d'accueil d'immigrés. Bah, on ne rappellera jamais assez, mais faites attention aux personnes du troisième âge qui vous entourent. Ça nous arrive avec Sarah. Faites attention à vos aînés. Donc là, je suis en train d'écrire ma démission. Donc, je suis pas sûre que ce fut un choix de sujet très judicieux pour moi. Déjà, il faut que j'arrive à survivre le temps de cette chronique à cause de ma grippe. Mais en plus, il faudrait pas que les politiques d'immigration me tombent dessus avant la prochaine émission. Enfin, voilà. Donc, vous vous demandez sûrement comment j'ai sélectionné le top 3 du jour. Oui, le suspense est insoutenable. Et non, ce n'est pas les meilleures politiques d'accueil. Parce qu'il y a marqué rire entre les J'essaie de dynamiser ma chronique un peu plus, écoutez. De toute façon, on est habitué à l'optimisme dans ces chroniques, donc... Donc c'est peut-être les pires, mais ce sont surtout les 3 pays qui accueillent le plus de migrants au monde. Donc commençons par le numéro 1. Aujourd'hui, on commence pas par le numéro 3, mais le numéro 1. Celui qui a la chance d'avoir 48% d'immigrés au sein de sa population, le pays sur qui on aime rejeter nos mauvais choix, les États-Unis. Alors, comment ça se passe lorsque des migrants passent la frontière et que c'est de la migration illégale, bien évidemment, de façon illégale? Eh bien, c'est très simple. Ils vont en prison. Sympa. Yes. Mais, attention, mais que font-ils des enfants? Ah! Mais ne serait-ce pas la première question quiz de notre chronique ludique? Mais oui! C'est terrible d'avoir un son aussi enjoué pour planter tout comme ça me désespère. Question 1. Où vont les enfants de réfugiés? Réponse A, à l'école. Réponse B, ils sont renvoyés auprès de leurs proches dans leur pays d'origine. Réponse C, dans des cages, car après tout, un enfant, ça prend moins de place empilée. Moi, je tenterai la C. Serein. Le plus horrible. Eh bien, je suis désolée de vous apprendre que jusqu'en 2018, les enfants étaient envoyés dans des camps où ils dormaient dans des immenses cages, et ce, dès 12 mois. Donc, après une indignation mondiale, Trump a cessé ces pratiques, et les enfants vont désormais en prison auprès de leurs parents. Sympa. Trop bien. En juin 2019, les États-Unis ont connu une vague d'expulsions massives, où près de 2000 familles d'immigrés clandestins ont dû quitter le pays de force. Et tout ça dans le seul but de semer la terreur auprès de tous les immigrés clandestins aux États-Unis.
Mais il y a plusieurs villes qui résistent à cette politique qui existait déjà au temps d'Obama, donc c'est pas Trump qui a inséré ça. Mais qu'entends-je? Ne serait-ce pas la deuxième question quiz? Je crois bien que si. J'aime votre enthousiasme. Comment s'appellent les villes qui protègent des immigrés de l'expulsion? Réponse A, les paradis fiscaux. Réponse B, les villes refuges. Réponse C, les villes sanctuaires. Je laisse les autres répondre parce que moi j'ai déjà vu les réponses. Alors honnêtement, je ne sais pas. Moi je non dirais la plus. B. Des villes sanctuaires. Ouais, c'est ça, c'est les villes sanctuaires. Je suis nulle. Bravo Rodrigo. Ces villes s'appellent villes sanctuaires. On y retrouve Los Angeles, Détroit et même Santa Ana. Ces villes refusent catégoriquement la répression de l'immigration exercée par l'État et les protègent même en leur expliquant leurs droits et les mesures à mettre en place pour qu'ils se sentent en sécurité. À Santa Ana, même la police est de leur côté. Une touche Donc, d'optimisme dans cette Enfin, chronique. une bonne nouvelle. Ouais. Comme quoi Sarah est capable aussi de nous Voilà. apporter des bonnes nouvelles une fois Si n'est pas elle me coutume. surprend. Je suis là pour ça. Allez, passons au numéro 2. Ce pays qui a accueilli plus d'1 million de migrants en 2015, qui est-ce? L'Allemagne. Malheureusement, malgré sa grande générosité d'accueil, les Allemands ont de plus en plus de mal à supporter cet accueil d'immigrés. Ils dénoncent un manque de contrôle comparé à ses voisins européens. Et ce ras-le-bol national se ressent clairement en interne avec la montée des partis d'extrême droite, dont on entend parler dans les actualités actuellement, et de l'émergence de plus en plus d'actes racistes malveillants. Les bonnes nouvelles ont une fin, oui. Donc, d'ailleurs, j'ai une troisième question quiz pour vous. À ce sujet, quand a eu lieu le dernier attentat raciste en Allemagne? Réponse A, en juin 2019. Réponse B, en décembre 2019. Réponse C, il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Ouais. Ouais, de son- le fameux attentat de la chicha, comme on l'appelle. C'était... Si, je dis ça très sérieusement, c'était dans une chicha Je savais à pas. Hana, ouais, Mm. c'est ça. Il me semble. Je fais très mal mon travail parce que je ne savais pas. Et oui, c'était il y a 2 semaines, il y a une fusillade raciste qui a tué près de 9 personnes dans la ville de Hanau. Un climat pas ouf pour les immigrés. Effectivement. Passons au 3e de ce top 3 de la politique d'immigration. Mais qui est le 3e pays qui accueille le plus d'immigrés au monde? Réponse A, la Corée du Nord. Réponse B, la France. Réponse C, l'Arabie Saoudite. La Corée du Nord. Non, je pense que là, la Corée du Nord, Ouais. on est bon. Hein. Et exclure. Je sais pas. J'hésite. Pas de réponse? Bah vas-y, dis-nous. Bah, c'est avec près de 30% de sa population active qui est étrangère, c'est l'Arabie Saoudite, qui arrive fièrement 3e de ce classement. La situation est tout autre là-bas, car les immigrés sont là majoritairement pour le travail. Mais avant de vous expliquer ça un peu plus en détail, j'entends la dernière question quiz qui arrive. Et oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que le kafala? Réponse A, un système de tutelle visant à exploiter les immigrés. Réponse B, le nouveau houmous dont je raffole. Réponse C, un collier GPS pour retrouver son immigré. C'est immonde ce que tu dis. On s'excuse, hein, c'est du énième degré, hein, bien sûr. C'est 46 millième chez moi. Oh, je dirais un système de tutelle. Hein. C'est pas un houmous. Donc, le kafala est un système de tutelle mis en place par des agences de recrutement principalement ou par des particuliers. Le principe est simple, tu veux t'installer en Arabie Saoudite pour travailler, mais tu ne sais pas comment trouver un emploi. Grâce au kafala, ces agences, ou un particulier, va te trouver un job pour toi. Mais en contrepartie, tu seras sous sa tutelle et devras le rémunérer toute la durée de ton séjour. De plus, quelques règles sont fournies dans le package, telles que l'interdiction d'exercer plusieurs activités, de changer de job ou d'employeur, d'obtenir des propriétés. Bien évidemment, ce système fait face à de nombreuses dérives. Et les étrangers finissent souvent femmes ou hommes de ménage, parce que c'est un métier qui est considéré comme dégradant là-bas. Donc, esclavagisme moderne, je ne sais pas. C'est sûr, La question est lancée. voilà.
C'est donc sur ce dernier point que cette chronique s'achève. J'espère que le karma ne m'achèvera pas encore une fois. Merci Sarah. Et pour conclure, on pourra préciser que ça reste quand même compliqué de faire des classements au nombre des pays qui accueillent les immigrés, parce que on va le voir au long de la chronique, il y a beaucoup de types d'immigration différentes, que ce soit les immigrations de travail ou les immigrations politiques ou plein de choses, les immigrations climatiques dont va nous parler Margot. Donc c'est vrai que ces classements-là sont toujours possiblement revus par des statistiques ou des analyses différentes. Merci. Et donc on va pouvoir continuer avec justement une de ces formes d'immigration qui est de plus en plus courante, l'immigration climatique. Et oui, donc moi je vous parlais des migrations climatiques. Et il faut savoir que lors des 6 premiers mois de 2019, il y avait 7 millions de réfugiés climatiques selon l'IDMC, qui est un centre de source mondial de déplacement des populations. Après, il faut savoir que c'est un chiffre donc à relativiser, comme l'a dit Titouan, car en fait il est très difficile d'isoler le facteur climatique des autres causes des migrations. Donc il y a toujours eu des migrations climatiques dans l'histoire, mais leur rythme s'est accéléré. Et Marie Leroy, experte du climat de l'ONG Care France, explique que le risque pour les humains d'être contraints à la migration du fait du changement climatique est 60 fois plus grand qu'il y a 40 ans, et tous les experts s'alignent pour dire que ce risque va continuer à augmenter. Alors à votre avis, quels sont les noms donnés aux personnes qui migrent pour des raisons climatiques ? Je vous donne un petit indice, j'en ai déjà donné un. Les migrants climatiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, du coup. Ouais. Vas-y. Il y a les réfugiés climatiques, les réfugiés écologiques, les éco-réfugiés, les déplacés climatiques. Donc en fait, ce sont toutes des personnes obligées de quitter la région ou le pays où elles habitent suite à la dégradation de leur environnement ou à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Donc le terme réfugié climatique, il apparaît pour la première fois dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1985. Et lors de ce rapport, il y a eu une prise de conscience, mais sauf que les avancées ont été très timides. Il y a aussi des critiques et un débat autour du terme réfugié climatique, parce que pour des spécialistes, la notion naturalise les causes sociopolitiques des migrations. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'une catastrophe, il y a des personnes qui vont migrer ou non en fonction de leurs conditions socio-économiques et de leur vulnérabilité et des réponses institutionnelles à la catastrophe. Oui, donc il y a des différences entre les catastrophes dans les pays pauvres et les pays riches. Ouais, c'est ça. Et donc Marie Leroy, elle explique, elle, que le terme migrant pose problème, car il implique un certain degré de liberté, une prise de décision dans le départ, la durée et la destination de la migration. Donc cela occulte le fait que bien souvent dans les migrations climatiques, il n'y a pas cette liberté. Ce sont des populations qui se retrouvent à fuir face à un danger soudain et qui n'ont pas forcément eu le temps d'anticiper. Il est donc plus pertinent de parler de déplacés. C'est un terme qui induit davantage l'idée d'abandon forcé d'un lieu de vie et reflète mieux la diversité des causes de déplacement. Donc les migrants climatiques ou réfugiés écologiques ne sont pas considérés comme des réfugiés dans la loi internationale. Actuellement, il n'y a pas de définition globalement acceptée ou légalement contraignante pour un migrant climatique. Mais il faut savoir qu'il y a une brèche qui a été ouverte le 21 janvier 2020 à Genève par le Comité des droits des hommes de l'ONU, qui demande aux États de prendre en compte le changement climatique dans l'étude des demandes d'asile. On peut enchaîner en se demandant quelles sont les causes de ces migrations climatiques. Et oui. Et en fait, elles sont assez nombreuses. Et les causes principales ou classiques, ça serait la désertification. Et par exemple, de 2006 à 2011, la Syrie a connu la plus longue sécheresse et la plus importante perte de récolte jamais enregistrée. C'est près d'1,5 million de pertes à cause de la désertification. Il y a aussi la déforestation, la salinisation des sols, l'érosion et divers problèmes de toxicité du sol, de l'air ou de l'eau. Alors, à votre avis, quelles sont les zones du monde les plus touchées par les effets du changement climatique ? Moi, je dirais déjà l'Afrique subsaharienne qui subit d'énormes sécheresses. Ouais, en effet. Tous les Très pays touché. qui se prennent des typhons dans la gueule ou des tempêtes, des trucs Il y en comme a ça. beaucoup, genre hein. en Asie, ouais, beaucoup. Océanie, les pays d'Océanie. C'est l'Asie du Sud, ouais. Et l'Amérique latine aussi. Donc, ces vulnérabilités environnementales sont accrues et elles sont dues à leur proximité géographique à l'équateur, ce qui les expose davantage aux cyclones et aux ouragans. Et aussi parce que ces zones ont un faible niveau de développement économique.
Donc l'IDMC prévient que ce serait l'Inde, la Chine et le Népal qui seraient les pays et les régions du monde les plus vulnérables par rapport au bouleversement climatique dans les années à venir. Il faut savoir aussi qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux parce que ces déplacés climatiques doivent s'adapter à un nouvel environnement et réinventer leur système économique et social. Ils ont tout perdu presque. Il y a donc des atteintes aux droits humains fondamentaux par rapport vis-à-vis du logement, de l'alimentation, de la santé, de l'accès aux terres. Et il existe souvent des discriminations envers ces groupes minoritaires. Alors après ce bilan assez terne, assez dramatique, quels sont les moyens d'agir pour diminuer ces migrations ? Alors, c'est bien parce qu'il y en a. Après, il faut les mettre en place. Mais les États pourraient, pour diminuer le nombre de migrations climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, intégrer les migrations climatiques dans les plans de développement ou encore investir dans l'amélioration des données sur les migrations climatiques locales. Eh bien, c'est sur ces bons conseils qu'on se quitte, Margot. C'était très instructif et une fois de plus, ça nous rappelle que c'est pas une situation monolithique, les migrations, qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est pour ça que ces questions sont très compliquées à traiter. Et bien, on va pouvoir voir maintenant la chronique de Rodrigo qui va lui nous parler de migration intracontinentale, il me semble. Oui, aujourd'hui, je ne parlerai pas des problèmes liés à la migration intercontinentale, mais intracontinentale. Donc, tout d'abord, les migrations intracontinentales sont des migrations qui ne dépassent les zones régionales, et j'entends par ici région, un continent. Ce sont des migrations confinées à un espace, donc, qui est ici le continent. Et dans ce cas, on va se pencher essentiellement des migrations intra-régionales en 4 continents qui sont des cas très différents les uns des autres. On va parler tout d'abord du cas européen et des différentes crises ayant abouti à un déplacement des populations. Ensuite, nous parlerons du cas de l'Afrique et des différents facteurs qui faciliteraient les échanges de populations. Puis, les cas migratoires en Asie et en Amérique, qu'on départagera en 2 zones, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Donc, juste petit rappel, les migrations intercontinentales sont souvent les plus grands flux migratoires qui dépassent largement les migrations intercontinentales, à l'exception près de l'Amérique latine. Donc, en Europe, par la création de l'espace Schengen, les signataires du traité d'Amsterdam ont marqué leur volonté de créer un espace ouvert à la libre circulation. On est loin néanmoins d'observer des flux migratoires massifs que la création d'un tel espace pouvait laisser présager. Quand on s'appuie des statistiques datant de 2006, au moment où les immigrés européens représentent moins d'un quart du total des immigrés actifs en Europe, on peut se rendre compte de la faiblesse du nombre d'immigrés intra-européens. Mais cela change depuis la crise ukrainienne, notamment en Pologne, où on retrouve actuellement 1,25 million d'Ukrainiens. Donc, auparavant, en 2006, c'était essentiellement des Polonais qui migraient en masse, Polonais et Tchèques et Hongrois qui migraient essentiellement vers le Royaume-Uni, donc qui comptabilisaient à peu près 1 million de migrants intra-européens en 2006. Actuellement, les migrations intra-européennes ne sont plus composées par de la main-d'œuvre peu qualifiée, mais hautement qualifiée, et ce sont souvent les nouveaux membres de l'Union européenne qui se déplacent vers la partie occidentale de l'Europe. Donc en Europe, la migration intracommunautaire n'est pas si attractive, notamment en premier lieu à cause des barrières culturelles et linguistiques, et ensuite à cause des coûts élevés d'immigration. Eh ben, merci pour ce petit débrief de l'Europe, et on peut passer à l'Afrique qui a une situation bien différente. Oui, en Afrique, la migration est très répandue. Donc, d'après les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture, on retrouve dans tous les pays où des données concernant l'immigration sont disponibles que dans chaque foyer familial, il y a au moins une personne qui a migré, que ce soit de manière interne ou intra-régionale. Quand je dis interne, ça veut dire que migration rurale, un exode rural. Donc, les migrants internes proviennent essentiellement des zones rurales, alors que les migrants internationaux proviennent des zones urbaines. Cette immigration est à prédominance masculine, avec une tranche d'âge délimitée entre 15 et 34 ans. Les raisons économiques sont les principales raisons à cette immigration, notamment à cause de la recherche de travail. Ce qui conduit à un autre résultat, les foyers familiaux qui ont des migrants, et en particulier migrants internationaux, possèdent un plus grand pouvoir d'achat que ceux n'ayant aucun migrant dans leur famille. On peut notamment voir cette différenciation depuis les statistiques du FAO, donc c'est l'organisation c'est l'Organisation des Nations Unies, où on s'aperçoit que les foyers ayant moins un migrant ont une plus forte probabilité de posséder des terres
Et dans une autre statistique, on voit qu'ils ont une plus grande probabilité de posséder une maison. Dans cette région du monde, les migrations internes sont plus importantes que les migrations internationales, à l'exception du Burkina Faso, le Kenya et le Sénégal. Et d'après des données datant de 2017 du Programme des Nations Unies pour le développement, on sait que la migration intrarégionale en Afrique, elle monte jusqu'à 19,4 millions de personnes. Donc sûrement un des continents avec la plus grande immigration intracontinentale. Non, ce n'est pas le continent avec la plus grande migration. Je te laisse nous expliquer ça alors. Le continent avec la plus grande immigration intrarégionale, c'est actuellement l'Asie-Pacifique. Donc, où on retrouve la moitié de la population mondiale. Donc, en 2005, elle accueille 53 millions d'immigrés sur les 191 millions dans le monde à ce moment-là. Dans les années 70 et 80, l'immigration asiatique est essentiellement dirigée vers les Amériques, l'Australie et les économies pétrolières du Moyen-Orient, comme l'avait dit Sarah. Donc, depuis les années 90, l'immigration intrarégionale augmente notamment des pays peu industrialisés envers les pays très industrialisés. Donc, en Asie, les gouvernements ont une tendance à contrôler de manière très stricte l'immigration et les droits des migrants y sont limités. La migration temporaire pour raison de travail y sont encouragées, mais sont interdits en règle générale les regroupements familiaux ainsi que les installations permanentes. D'autant plus qu'en Asie, il y a des forts contrôles de natalité souvent et de population. Oui, en Chine. La plupart des séjours pour travail sont temporaires et néanmoins on voit que c'est plus commun de voir des séjours de longue durée. Donc, dans une simulation similaire à celle de l'Europe en 1980, les migrants intra-asiatiques sont des migrants qui se dirigent vers les nations industrialisées. C'est une main-d'œuvre peu coûteuse, nombreuse, mais peu qualifiée. Mais on pourrait s'attendre, vu de leur nombre, qu'ils dominent le marché du travail en Asie, comme ils le font dans les économies pétrolières du Moyen-Orient. Mais d'après un sondage fait en 2004, les migrants asiatiques faisaient moins de 2% de la force de travail au Japon, 12% en Malaisie et 28% au Singapour. Il existe également un autre type d'immigration, mais destiné cette fois-ci seulement aux femmes, qui faisait partie de 65 à 73% de la force de travail issue des Philippines, de l'Indonésie et du Bangladesh en 2002 et 2003. Cette immigration-là, elle se concentre pour les travaux domestiques, qui sont dont la demande a augmenté depuis les années 90, mais également de travaux dits pour femmes, entre guillemets. C'est tiré d'un bouquin, hein. Je me déresponsabilise totalement si des sensibilités sont heurtées. On retrouve aussi comédienne, entre guillemets. Bon, c'est un euphémisme pour prostituée. J'apprécie ta délicatesse, Rodrigo. Femme de l'art. Personnel de restaurant ou hôtel et travailleuse à la chaîne. Donc des métiers peu valorisés. Oui, c'est des métiers peu valorisés et assez... on les regarde avec un mépris là-bas. Et comme on avait parlé de la différence du ratio entre hommes et femmes dans certaines zones rurales, par exemple en Chine ou au Japon, il existe actuellement une migration qui concerne essentiellement les mariages. Donc des femmes qui quittent les campagnes pour des meilleures conditions de vie en ville. Donc elles laissent un grand écart entre le ratio hommes et femmes. Donc ça pousse les hommes locaux à chercher des femmes à l'étranger, donc dans des pays tels que le Laos, Burma ou Vietnam. Donc après l'Asie, une nouvelle situation, celle de l'Amérique et en premier lieu l'Amérique latine. Oui, donc l'Amérique latine, c'est une terre d'immigration depuis sa découverte, mais c'est une immigration essentiellement européenne. Elle devient régionale à grande échelle à partir des années 1950. En grande partie à cause de l'industrialisation de l'Argentine, qui est expliquée par sa croissance économique, qui est générée jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Quel facteur explique cette immigration ? La croissance économique argentine ? Non, c'est... Donc quel facteur explique cette immigration d'Amérique du Sud ? Les facteurs qui expliquent cette immigration-là sont tout d'abord la différence de niveau de vie et les instabilités politiques qui sont très particulières à cette région de la planète, le caudillisme. L'immigration régionale était forte et elle était essentiellement illégale.
Mais beaucoup d'immigrants illégaux obtiennent des papiers, en Argentine je parle toujours, des papiers grâce aux nombreuses concessions du gouvernement argentin. Mais dans les années 2000, pile poil dans l'année 2000, il y a une grande crise financière en Argentine. C'est une des pires qui ait subi ce territoire. Et donc un très grand nombre de migrants qui provenaient du Chili, d'Uruguay, du Pérou et de Bolivie retournent dans leur pays d'origine. Mais l'Argentine n'était pas le seul territoire attractif en Amérique du Sud. Il y avait une deuxième zone, et ça c'était il y a très longtemps par contre, c'était le Venezuela. Donc ce pays-là, il avait eu son boom économique durant les années 1960-1970, où on pouvait retrouver 316 000 étrangers de toute origine, mais essentiellement latino-américains. Mais on se rend compte 20 années après, après un sondage fait entre les années 1980 et 1984, on n'en recense plus que 107 000. Quasiment divisé par 3 donc. Oui, quasiment. Enfin, oui, exactement divisé par 3. Oui. Le Venezuela, qui était un pays dans le boom économique, avait un produit intérieur brut per capita supérieur à ceux d'Espagne, Grèce et Israël. Et ça, c'est des statistiques tirées d'un livre coécrit par Osman et Rodriguez, qui sont des économistes. Et Rodriguez est un économiste vénézuélien. Mais ce n'est justement qu'à partir de la décennie des années 90 que l'immigration jusque-là régionale échange et devient une immigration plus vers les États-Unis. Et on connaît actuellement la situation du Venezuela. Hein. C'est un pays très riche et une grande terre d'immigration. Et actuellement, c'est plus une terre d'immigration. Parce que dans le continent américain, on retrouve plus de 4 millions de Vénézuéliens. Ce qui est un chiffre conséquent par rapport à la situation des années 60-70. Oui. Qui s'est complètement inversé. Eh ben, merci pour ce beau panorama des migrations intracontinentales dans le monde. Il est temps pour nous de vous livrer, non sans une tristesse inégalable, notre dernière chronique du jour. Et elle est l'œuvre de Sabrina. Oui. Le meilleur pour la fin, de toute façon. Hein. Exactement. Oh. Le melon. Le melon. Du coup, moi, je vais faire ma chronique sur la Turquie. Puisque tout simplement nous, en tant qu'Européens, le discours politique et médiatique qu'on entend, il se concentre surtout en fait sur l'accueil des migrants en Europe et aux États-Unis. Et ce discours, au contraire, ne se concentre pas beaucoup sur la Turquie, qui joue pourtant un rôle essentiel. Donc, puisque aujourd'hui, la Turquie, c'est tout simplement le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Donc, pour donner un ordre d'idée, ils étaient 3 700 000 fin 2018, ce qui représentait environ un habitant sur 22. Ce qui est plutôt énorme, ouais. C'est énorme. Et pour donner un ordre de comparaison, à la même période en Allemagne, ils étaient 1 110 000, alors même que l'Allemagne, c'est quand même le pays de l'Union européenne qui a accueilli le plus de réfugiés. À peu près un habitant sur 80 en Allemagne, parce qu'il y a plus de 80 millions d'habitants. Donc on voit la différence avec la Turquie, ouais. 4 fois moins. Merci pour ces petits calculs. Il n'y a pas de quoi. Et du coup, c'est pourquoi Jean Marcoux, qui est chercheur spécialiste de la Turquie et enseignant à l'IEP de Grenoble, qualifie la Turquie de plaque tournante d'immigration. Donc, je trouvais que cette petite expression était très adaptée. Et donc, ce rôle de plaque tournante des migrations, il est absolument pas nouveau. Et en fait, il s'explique tout simplement par la situation géographique de la Turquie. Parce qu'en fait, la Turquie, c'est juste un pont entre différents espaces que sont le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Et du coup, elle va servir de zone de transit entre ces différents espaces. Une sorte de tarmac géant d'aéroport. Exactement. Et en plus de cela, l'environnement voisin de la Turquie a toujours été d'ailleurs relativement instable. Notamment, il y a eu beaucoup de conflits armés ou simplement des situations économiques qui étaient très difficiles à vivre pour la population. Et c'est pourquoi, en fait, même avant les années 2000, la Turquie, c'était déjà un lieu de transit d'émigration illégale. Donc, par exemple, pour vous donner toujours des petits chiffres, selon la Direction générale de la sécurité turque, 95 000 personnes irrégulières avaient été interpellées en 2000. 95 000, c'est déjà plutôt énorme. Et à cette époque-là, les migrants illégaux venaient principalement d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak et des anciennes républiques soviétiques qui avaient alors implosé il y a peu de temps. Mais en réalité, la Turquie, elle est pas vue par les migrants comme une terre d'accueil, mais en fait comme une zone de transit vers d'autres espaces. Et donc il y a deux facteurs qui expliquent
qui expliquent cela. Déjà, le premier, c'est tout simplement l'attractivité moins forte que joue la Turquie par rapport à ses voisins européens, qui sont tout simplement de plus grandes puissances économiques, même si la Turquie joue quand même un rôle considérable dans l'économie. Hein. Minimisons pas. C'est pas facile, ok. Ne minimisons pas ça. Mais le deuxième facteur, qui est, je pense, le plus important, c'est la grande difficulté en fait des migrants à obtenir un statut légal en Turquie. Parce que déjà, la procédure, elle est hyper contraignante. Les migrants, en fait, ils doivent toujours rester au même endroit et ils doivent pointer de manière hebdomadaire à la police en attendant qu'ils aient une réponse, qui met un peu de temps à arriver. Et en plus de cela, tout simplement, il y a un taux très faible d'acceptation des demandes. Donc, les migrants préfèrent aller dans d'autres espaces, d'autres États où ils auront un statut légal, quoi. Et donc pour avancer un petit peu dans le temps, du coup, dans les années 2010, il y a eu une augmentation de plus en plus importante des flux de migrants. Et ce phénomène s'est encore plus amplifié donc, en 2015 avec la guerre civile en Syrie. Et donc la Syrie étant la voisine de la Turquie, du coup la Turquie est devenue encore plus que jamais en fait, un pays de transit des migrants. Donc ils arrivaient majoritairement par le sud et l'ouest du pays. Et ensuite, donc, ils rejoignaient les îles grecques pour continuer leur route vers l'Europe. Et donc l'Union européenne qui voit tous ces migrants arriver veut diminuer les flux migratoires et pour ça elle doit forcément négocier un accord avec la Turquie. Et donc le 18 mars 2016 est signé l'accord sur l'immigration entre la Turquie et l'Union européenne. Donc dans cet accord, en gros, la Turquie s'est engagée à accepter le retour sur son sol des migrants qui ont franchi la frontière du coup, entre la Grèce et la Turquie. Et en plus, elle s'engage aussi à prendre des mesures pour éviter que de nouvelles routes d'émigration irrégulière s'ouvrent du coup en direction de l'Europe. Et à l'inverse, l'Union européenne s'est engagée à verser un fonds de 3 milliards d'euros renouvelable une seule fois pour contribuer tout simplement aux frais que représente l'accueil des migrants pour la Turquie. Et elle s'est aussi engagée à lever les restrictions sur les visas attribués aux Turcs pour entrer dans l'espace Schengen. Et donc cet accord, il a été très efficace dans son but initial, puisque simplement les flux de migration en direction de l'Union européenne ont beaucoup diminué. Donc toujours avec plein de petits chiffres. Entre décembre 2015 et février 2016, il y avait 200 000 migrants qui ont gagné les îles grecques. Et à la même période, mais un an plus tard, ils étaient 3 500. Donc 200 000, 3 500... C'est énorme. Il y a quand même une diminution assez drastique. Donc cet accord a fait son job. Donc si cet accord a été si efficace, si effectif, pourquoi est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de la situation turque ? Simplement parce que aujourd'hui, en fait, depuis 2016, disons que la Turquie a pris un tournant un peu plus autoritaire et les tensions qu'il y a entre l'Union européenne et la Turquie sont de plus en plus importantes. Et notamment, ces tensions, elles se cristallisent autour de la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui est clairement aujourd'hui au point mort. Hein. Et en fait, la Turquie a menacé à plusieurs reprises juste de ne plus respecter ses engagements de l'accord sur l'immigration, ce qui poserait de gros problèmes à l'Union européenne. Du coup, aujourd'hui, la Turquie elle accueille toujours énormément de réfugiés qui viennent surtout majoritairement de Syrie, puisque les problèmes ne sont clairement pas finis là-bas. Quand même, pour rappel, ils étaient 3 700 000 fin 2018. Et en plus de créer des tensions internationales, cet accueil crée aussi des tensions internes, puisque forcément accueillir autant de monde, c'est pas sans conséquence sur un pays et sur son économie aussi. Donc la Turquie aujourd'hui c'est un pays clé pour comprendre l'immigration européenne, c'est ça que tu veux nous faire comprendre ? Oui, non, clairement il est essentiel et pourtant on n'en parle pas tant que ça. Mais d'autant plus qu'en fait ça met plein de problématiques, la problématique de la migration vers le sol européen, la problématique des territoires voisins de la Turquie et aussi la problématique européenne puisque la Turquie on sait a demandé plusieurs fois son adhésion. C'est une adhésion qui fait beaucoup parler et qui pour l'instant paraît très très loin d'être effective, mais la Turquie peut aussi se servir de sa position désavantageuse dans un point de vue strictement rationnel, mais dans des dimensions politiques qui peut la servir sur le plan européen. Et merci pour cette chronique et merci à tous pour cette émission. On rappelle une fois de plus que notre rôle aujourd'hui n'était pas de donner un avis sur l'immigration. On sait que c'est un sujet qui est très clivant, qui fait beaucoup débat. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à en débattre, bien sûr, dans toujours le respect de chacun, le respect de ces populations et des gens qui éventuellement pourraient discuter avec vous. En tout cas, on espère que ça vous fera réfléchir, que vous irez creuser vous-même et qu'à l'avenir, vous reviendrez écouter les émissions de l'APNIX pour mieux comprendre les situations internationales. Salut à tous!